Je remercie Olivier Duboucheron, le président du Souvenir vendéen, d'avoir, avec Xavier Demoulin, organisé cette journée, cette demi-journée, qui, comme l'a rappelé Olivier tout de suite, est le temps fort de la mémoire vendéenne. Je salue également, c'est la première fois que je le vois de mon côté, ce petit clip qui est vraiment, à mon sens, excellent pour dire l'essentiel de ce que nous sommes. Alors, aujourd'hui, nous sommes réunis donc dans ce haut lieu de la mémoire vendéenne qui est les Lucs. Les Lucs, c'est, voici 229 ans, presque jour pour jour, l'assassinat de 584 personnes, des hommes, des femmes, et jusqu'à des nourrissons. Hein. Donc un haut lieu de la démence révolutionnaire, et qui continue de susciter notre ferveur, en quelque sorte, non pas qu'il n'y ait pas eu ailleurs, et Philippe va en parler, d'autres fosses communes, d'autres monstruosités, hein, mais ici nous avons un témoignage, celui de l'abbé Barbedette, qui, un mois après les événements, a collationné les noms des victimes de la colonne de Cordeliers. C'est aujourd'hui également, on sent que quelque chose bouge dans la mesure où, ça y est, au point de vue national, on recommence à parler de la Vendée. On commence, pourrait-on dire, à parler de ce qui est arrivé à la Vendée. Il y a eu notamment le débat relancé avec brio par Jacques Villemain sur ce problème du génocide. Nous pourrons en parler tout à l'heure si vous voulez. Il y a eu également le film qui émeut tant à la fois le public, mais aussi les éternels opposants, les éternels négationnistes de ce qui s'est passé en Vendée. Et puis il y a eu, peut-être l'avez-vous remarqué, c'est la première fois que ça arrive, un grand quotidien national, Le Figaro, a consacré 3 pages entières à cette histoire de la répression, de la barbarie qui s'est étendue sur la Vendée. Et en utilisant notamment un livre qui déjà est un peu ancien, il date de quelques années, le livre Vendée, les archives de l'extermination. Donc il y a quelque chose de neuf qui se passe aujourd'hui et que nous devons remarquer. Xavier Demoulin m'a demandé à moi personnellement une conférence sur l'extermination des Vendéens. Je lui ai aussitôt répliqué que c'était connu, j'imagine que vous connaissez ce que j'ai pu écrire, et je l'ai orienté, et il a été très aimable, il a aussitôt embrayé. Je lui ai recommandé un historien qui est tout à fait remarquable, qui est Philippe Candé. Alors, de mon côté, j'ai mis en lumière, je crois l'avoir prouvé, toute la chaîne d'irresponsabilité. C'est extrêmement important, ce déni qui précède le crime et qui signe un crime qui n'existait pas avant. Jusque-là, les bourreaux avouaient leur crime. Là, ils commencent par le dissimuler avant même de le perpétrer. Ça, c'est tout nouveau et ça signe tous ces crimes que nous avons vus se développer au cours du XXe siècle. Et en invitant Philippe Candé, nous allons encore peut-être plus loin dans l'ignominie. En effet, ici, à Mosée, ce sont les révolutionnaires locaux qui se font les effaceurs de leurs voisins.
Alors, Mosée, qu'est-ce que c'est? On n'aurait jamais pensé à ce village qui est au-delà du Layon. Vous voyez, ce Layon qui se jette dans la Loire. Nous ne sommes pas loin de la Loire, nous sommes presque en Val-de-Loire, mais nous sommes au-delà du Layon, c'est-à-dire au-delà de la partie insurgée. On aurait pu penser qu'il ne s'était rien passé. Et que nenni, que nenni. Philippe Candé, au départ, pensait qu'il n'y avait rien. Et puis, c'est un intuitif. Il s'est dit, j'aimerais creuser. Et il a passé 5 ans, plusieurs centaines de milliers d'actes, de Mosée, mais aussi des environs. Et il a découvert quelque chose qui est une mémoire interdite. Mosée, qu'est-ce que c'est? En 1791, c'est 1620 habitants, c'est 3 prêtres qui vont être réfractaires, qui seront remplacés par un intrus. C'est 27 jeunes gens appelés à tirer au sort, avec seulement 2 volontaires. Résultat, les autres passent progressivement du côté des insurgés, et leurs anciens voisins, quelques dizaines de révolutionnaires, en profitent pour les dénoncer. Philippe a retrouvé les listes de dénonciation. Les dénoncer pourquoi? Par passion politique, mais aussi pour s'approprier leurs biens. Et s'étant appropriés leurs biens, que vont-ils faire? Eh bien, ils vont effacer jusqu'à la mémoire. C'est-à-dire qu'il y a encore peu de temps, avant Philippe Candé, eh bien, on pensait qu'il n'y avait que environ 69 à 89 victimes. Et Philippe en a retrouvé entre 313 et 336, c'est-à-dire entre 23 et 27% de la population, c'est-à-dire 4 à 5 fois plus. Autrement dit, il est allé au fond. Nous sommes actuellement dans un moment donc où on reparle de la Vendée, où le public français prend conscience qu'il s'est vraiment passé quelque chose de terrible ici. Et Philippe nous rappelle que sans l'histoire, sans les travaux patients des historiens, sans le dépouillement harassant, eh bien, on n'ajoute rien à l'histoire. Il a fait un travail extraordinaire. Je lui laisse la parole. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Je voudrais, avant de commencer, remercier les organisateurs de cette conférence et le Souvenir vendéen de me donner l'occasion de vous présenter ici le résultat de mes recherches, à tous, à M. Xavier Desmoulins, à M. Alain Gérard. Merci beaucoup. Voilà, moi je suis dessinateur de mon état. Je viens donc d'un petit village situé à une petite vingtaine de kilomètres au sud d'Angers qu'on voit après Mur et Érigné. Je suis illustrateur de métier, spécialisé dans la reconstitution historique, en architecture et en documentaire jeunesse. Ce métier des plus rigoureux, et une formation universitaire atypique m'ont conduit à toujours chercher, en dehors des sentiers battus, à toujours rechercher des points de vue différents de ce qu'on avait l'habitude de voir. Cependant, c'est absolument par hasard que j'ai découvert, avec l'envie d'en savoir plus, la guerre de Vendée, un sujet que j'ignorais alors complètement. Cette curiosité s'est manifestée d'abord en consultant les écrits de l'historien Claude Petitfrère, dans lesquels il évoque mon village, que je ne savais pas plus que cela, impliqué dans le conflit. Cette envie d'en savoir plus s'est décuplée à la lecture des mémoires de René Bordereau, une rebelle déguisée en homme qui combattait les soldats de la Convention. Cette insurgée est native de mon petit pays. Elle y demeurait au début de la guerre en mars 1793. Dans son récit, elle évoque un certain Candé de Mosée comme un témoin, avec qui elle est cavalier dans l'armée vendéenne,
et avec qui elle est aussi l'une des dernières à quitter la ville du Mans pendant la bataille qui s'y déroule en décembre 1793. C'est très précisément en cherchant à vérifier si ce Candé de Mauzé avait quelque chose à voir avec mes ancêtres que j'ai fait les découvertes qui ont conduit à la rédaction de la guerre de Vendée en Pays Angevin au Centre vendéen de recherche historique. Alors, au-delà de la simple monographie d'un petit pays situé entre Angers, Chalonnes et Brissac, ce livre raconte plus généralement la guerre de Vendée en Pays Angevin, en cherchant d'abord à retracer ce qu'elle a été pour les paysans. Même si l'on peut y croiser quelques héros, quelques protagonistes fameux des deux camps, c'est surtout et d'abord l'histoire des communautés rurales, l'histoire des petites gens qui est retracée. Une histoire que leurs descendants, interviewés, ont quasi tous oubliée. Cette histoire commence avant la Révolution, avant la rédaction du cahier de doléances, avec par exemple les paroissiens de Mauzé qui vont inscrire à l'impôt leur seigneur, alors qu'il en est théoriquement exclu, ce qui fait d'eux en quelque sorte des révolutionnaires avant l'heure. Et elle se termine après la guerre de Vendée, quand, dans l'amertume des disparitions, les veuves vont reconstruire leur pays comme elles, ravagé et ruiné. Pardon. En explorant la communauté paysanne, cette étude retrace dans un premier temps toutes les tensions qui ont conduit à l'insurrection, notamment l'application des réformes religieuses voulues par l'Assemblée nationale, qui insultaient, au-delà de la foi, les traditions séculaires, mais aussi la superstition, la vente des biens de l'Église et celle des communaux, terres ou pâtures communes, vente qui privait les plus pauvres de ressources dont on ne mesure pas toujours l'importance, le retour déguisé des impôts d'Ancien Régime, pourtant pompeusement anéantis, et enfin la levée des 300 000 hommes de février 1793, qui était à l'encontre de la devise républicaine particulièrement inégalitaire, et qui surtout réclamait 10 fois plus d'hommes qu'à l'accoutumée, 10 fois. C'est ce qui va provoquer l'insurrection, en tout cas dans ce petit pays. On peut mesurer dans un premier temps, là où pourtant les changements ont été réclamés autant qu'ailleurs, à quel point la conduite de la Révolution par les élites gouvernantes a été impopulaire. Dans un second temps, l'étude détaille le cours de l'insurrection, le cours de la guerre de Vendée en Pays Angevin, en revenant entre autres spécialement sur deux affaires jusque-là un peu délaissées par l'historiographie et peut-être incomprises. Premièrement, le combat de la Roche de Mur, le 26 juillet 1793, un combat réputé emblématique du sacrifice républicain et dont le souvenir constitue aujourd'hui, aussi aberrant et suranné que cela puisse paraître, toujours un enjeu idéologique. Un dossier découvert encore ficelé aux archives nationales a permis de déconstruire toute la mythologie édifiée pour expliquer cette affaire. Affaire que personne n'a réellement comprise et qui n'est finalement que le résultat d'une trahison des plus cyniques, mais si merveilleusement orchestrée et si merveilleusement réussie qu'aucun représentant, aucune autorité n'a jamais voulu y croire. Et deuxièmement, la bataille du Pont-Barré, le 19 septembre 1793, une des déroutes les plus catastrophiques de toutes les armées révolutionnaires, dont le déroulement, suivi pas à pas, heure par heure, se révèle là aussi guidé par le même cynisme, lequel a quand même coûté la vie de plusieurs milliers d'individus, et enfoncé dans une haine inaccoutumée des populations auparavant sans animosité particulière. Le massacre de civils perpétré sur la route de Sainte-Foy par les troupes de la Convention, avec ce nourrisson empalé sur une baïonnette, le tout premier de la guerre de Vendée, va provoquer chez les paysans insurgés qui l'ont découvert, ce 19 septembre 1793, et qui n'avaient jamais vu ça, un immense cri de vengeance, une colère aveugle, aujourd'hui oubliée, qui va rendre impitoyable la déroute républicaine, pourtant arrangée à l'avance. L'étude aborde ensuite la période plus sombre de la répression du mouvement vendéen, avec la proscription, avec les dénonciations de masse. Il faut que je vous montre le document, là j'ai oublié de zapper. C'est pas comme ça, pardon, excusez-moi.
Ici, nous avons la liste des brigands de Mosée, une page de la liste des brigands de Mosée. Elle liste quand même 334 personnes. Enfin bref, je continue. Oui, avec les dénonciations de masse, donc qui confinent à la délation. Dans certaines communes, plus de la moitié des adultes sont dénoncés par leur propre municipalité et condamnés à mort rien que sur cette simple et unique dénonciation. Des hommes dénoncés, mais aussi des femmes et même des petits-enfants. On peut voir au milieu de sur la colonne du milieu, là, tout en haut, on peut lire Étienne Thureau, sa femme et deux petits-enfants. Donc un garçon et une fille qui ont 8 et 12 ans. Donc 334 individus portés sur la même liste. Avec le livre revient encore sur les fusillades des Poncé, parfois réputées inventées, mais qui n'ont rien envié à celles de Nantes. Fusillades qui constituent toutes de véritables massacres de masse, avec encore l'affaire des écorchés de la Prée de Saint-James, que la découverte d'un acte de notoriété inédit établi sans conteste possible, avec encore les colonnes infernales qui œuvrent aussi dans ce petit pays en incendiant, en massacrant les civils, c'est-à-dire des femmes et des enfants. Plusieurs de ces massacres ignorés sont au passage rappelés ici pour la première fois, avec la guérilla qui va se former pour stopper la course infernale de ces massacreurs, et enfin avec les représailles, surtout contre les municipalités révolutionnaires ou les gardes nationales les plus radicales, qui dénonçaient et qui même guidaient les colonnes infernales. À Mosée, la représaille que vous pourrez lire dans le livre là est particulièrement atroce. Vient ensuite, pour terminer cette étude, le temps du bilan humain. Et c'est là qu'il faut évoquer la méthode qui a présidé aux enquêtes entreprises ici. Cette méthode, c'est celle de la mécrohistoire, appuyée par la démographie historique. En étudiant les populations locales, non pas seulement de leur ensemble, mais par catégorie, nominativement, individu par individu, sans exception, famille par famille, en examinant les registres paroissiaux et d'état civil de Mosée sur un siècle de 1733 à 1832, en dépouillant les registres de plus d'une trentaine de communes aux alentours, sur des périodes plus ciblées, en fouillant les archives disponibles, il a été possible non seulement de reconstituer toute la population qui vivait à Mosée au début de l'insurrection, mais encore de retrouver ce qu'elle est devenue au sortir de la guerre pour plus de 85% de ceux qui la constituaient. Le reste formant un ensemble de disparitions, surtout de disparitions inquiétantes, lesquelles appelleraient aujourd'hui une enquête de police judiciaire. Sur presque 400 familles qui habitaient à Mosée, une seule a échappé aux recherches entreprises pour la retrouver. Une seule. Cette méthode, particulièrement chronophage, avec aujourd'hui à peu près 600 000 actes de registre et près de 400 autres cotes d'archives consultées, établit un bilan humain critique 4 à 5 fois plus élevé que ceux de l'historiographie. 4 à 5 fois plus élevé. Évidemment, tous les bilans connexes, tous ceux qui en découlent, se sont vus réévalués à l'aune de ce résultat. Notamment celui de l'ampleur de l'insurrection, mais aussi les bilans de la mortalité dans toutes les communes voisines, lesquelles étaient jusque-là, souvent, comme à Mosée, largement sous-estimées. À Mosée, là où l'historiographie ne comptait au pire qu'entre 6 et 7% de morts imputables au conflit, c'est environ 25% de la population qui disparaît dans la guerre de Vendée. L'immense majorité, plus des 2 tiers, entre octobre 1793 et février 1794. Alors, j'ai encore loupé une image, excusez-moi, voilà. Mais, comme on dit, le diable se cache dans les détails, il faut aller y regarder de près pour comprendre ce que signifie cette mortalité. Pour la génération des soldats français, des poilus, qui avaient 20 ans en 1914, la classe d'hommes la plus durement touchée par le conflit, les morts ou les disparus imputables à la Première Guerre mondiale représentent 25% de l'effectif engagé, ce qui est colossal, et on sait le traumatisme laissé par ces disparitions. Durant la guerre de sécession, 1861-1865,
Les morts ou disparus sous les drapeaux de la Confédération, les gris, qui ont payé le plus lourd tribut, représentent 33% des hommes en âge de combattre, qui peuplaient ces États confédérés. Ce qui range cette guerre civile américaine parmi les plus meurtrières de l'époque contemporaine. Époque qu'on fait généralement commencer en 1789. Pendant la guerre de Vendée, en 1793-1795, donc un temps 2 fois plus court, les hommes de Mosée, âgés de 20 à 40 ans, ils meurent ou ils disparaissent à 66%. 66%. À Saint-Lambert-du-Lattay, où ils ont été comptés de la même façon, un par un, famille par famille, ils disparaissent à 65%. À Beaulieu-sur-Layon, à 64%. Et dans la plupart des communes limitrophes, on avoisine, semble-t-il, les mêmes proportions. Après la guerre, il ne reste, dans ce petit pays angevin au sud de la Loire, plus qu'un tiers des hommes seulement. Un tiers. Les autres ont disparu, et sans jamais revenir, sans jamais s'installer comme à l'accoutumée dans les communes voisines, sans non plus s'exiler ou s'installer hors périmètre, puisqu'on l'a vu à Mosée, toutes les familles ont été retrouvées sauf une, un couple et leur fille dénoncée. 2 tiers des hommes disparus, voilà ici la réalité de la guerre de Vendée. Avec cette méthode de démographie historique, appuyant la micro-histoire, on est à même de mesurer, là encore, pleinement l'engagement de cette communauté paysanne, généralement réputée par l'historiographie peu vendéenne. Parmi les morts et disparus de Mosée, plus de 92% le sont côté vendéen, pour à peine 4% côté républicain. Le reste étant constitué de victimes massacrées ou mortes en prison, dont il est impossible de déterminer en l'état un éventuel parti pris. Cette méthode de démographie historique, appuyée par la micro-histoire, j'ai consulté plus de 300 000 actes de décès, rien que pour mon petit périmètre de recherche. Donc cette méthode, excusez-moi, confirme plus généralement encore, et c'est avec l'oubli un des enseignements majeurs de cette enquête dans les registres, que sur ce petit pays-là, entre Angers, Brissac, Chemellier et Chalonne, où se déroulent de nombreux combats, où l'on déplore autant d'exactions, les massacres ne sont perpétrés que par le parti républicain et ne répondent, hors exception, qu'aux ordres. Les Vendéens ne massacraient pas de civils. Les Vendéens ne massacraient pas de femmes ou d'enfants. Et ils ne violaient pas plus. La prétendue cruauté bien partagée de cette guerre civile n'est ici, comme aux alentours, qu'une affabulation, qu'un mythe né dans la propagande révolutionnaire de l'époque. La mortalité considérable et oubliée, dégagée ici, interroge tout le récit de la guerre de Vendée. C'est ce questionnement qui a nourri l'enquête, c'est à travers lui qu'ont été revisités les engagements, les motivations, les combats, les dénonciations, les massacres, la reconstruction, les mémoires et finalement toute l'histoire de la guerre de Vendée en pays angevin. Alors, excusez-moi. Alors, pourquoi cette mortalité considérable et la violence extrême qui est son pendant sont-elles restées jusqu'ici dans l'ombre? C'est encore une fois en regardant en détail toute cette population qu'on trouve la réponse à cette question, et elle est assez singulière. En cherchant à travers l'état civil la destinée des individus un par un à l'échelle du petit pays, jour après jour, mois après mois, et jusqu'après la Restauration, on découvre ici l'installation massive, après-guerre, de nombreux étrangers. Cette dénomination, étranger, n'est pas le fruit de mon invention. Elle se retrouve dans 2 chroniques locales, celle de Saint-Lambert-du-Lattay et celle de Mosée-sur-Louette, inédites, qui évoquent ces étrangers. Alors, ce sont principalement des hommes, ils arrivent après la guerre, parfois avec leur famille, leurs enfants, leurs parents même.
La plupart, cependant, trouvent leur épouse sur place, notamment parmi les quelques 170 veuves de Mosée qui, dans leur profonde misère, n'ont guère d'autre d'alternative que d'accepter ces hommes. Ces étrangers proviennent d'endroits d'où l'on ne venait jamais auparavant s'installer ici. Au XVIIIe siècle, l'Anjou n'est pas une terre d'immigration. Ces étrangers sont originaires des Vosges, de Haute-Loire, du Tarn, du Gers, de la Somme, de Belgique, de l'Oise, un couple de l'Orne, de la Manche, des Charentes, mais aussi de la Mayenne, de la Sarthe, de certains districts du Maine-et-Loire, tous situés au nord du fleuve Royal, d'endroits d'où l'on ne venait, encore une fois, jamais s'installer à Mosée, à Beaulieu, à Soulaine ou à Saint-Lambert-du-Lateral. Ces hommes vont s'intégrer à la population locale. Ils vont participer à la difficile reconstruction du pays. Leurs enfants vont épouser ceux des morts. Les hommes, les femmes et les enfants disparus dans la guerre de Vendée vont être remplacés par ces colons étrangers. À Mosée, ils totalisent presque 19% de la population après-guerre. 82 familles sur quelques 400 que comptait la commune avant-guerre. Ces étrangers, ces colons oubliés, vont masquer la mortalité considérable du conflit et bien sûr la violence extrême qui lui est liée. On va retrouver de ces étrangers dans la plupart des communes aux alentours, mais aussi dans les Mauges, de Toircé, à Chemillé, à Beaupro et jusqu'à la Goubretière. Mais si là, leur présence est attestée, il semble au contraire que certaines régions de Vendée militaire n'aient pas connu de telle immigration. À Beaulieu-sous-la-Roche, où une étude comparable à Mosée a été entreprise, excepté le maire, on ne rencontre, par exemple, aucun étranger après la guerre. Au Luc, sur Boulogne, il n'en a, semble-t-il, pas plus. Quoi qu'il en soit, car il reste à y regarder en détail, et tant que ce travail ne sera pas fait, on ne pourra rien acter, la présence de ces étrangers, restés dans l'ombre de l'histoire, invite à revisiter plus largement le bilan humain de la guerre de Vendée. Je ne prendrai qu'un exemple volontairement corollaire pour corroborer mon propos. La mortalité constatée parmi les rebelles et autres insurgés du territoire observé ici à la loupe, plus de 60%, restée masquée jusque-là, n'interroge-t-elle pas celle des troupes qui leur étaient opposées, évaluées au maximum à 20%. Les Vendéens tuaient-ils moins que les Républicains? Si la question reste à ce jour sans réponse, néanmoins, elle peut se poser. Et ce n'est là qu'une des questions que les découvertes de cette étude dans les registres ont soulevées. La guerre va sortir localement des mémoires. Le souvenir, mêlé d'interdits, de tabous, qui vont perdurer bien après la mort des derniers survivants, va ici se tarir. L'histoire et la mythologie vont s'emparer de ce passé pour accoucher parfois de clichés grossiers, idiots et discriminants. L'oubli va supplanter le souvenir. Et paradoxalement, on fait aujourd'hui l'histoire de la mémoire, du souvenir, mais pas celle de l'oubli, et pas plus celle de la souffrance. Pourtant, ce qui a été oublié manque certainement à la compréhension de l'événement. N'est-il pas particulièrement singulier que là où les faits élémentaires, là où les morts ont été retrouvés sans y être attendus, là où le passé oublié ressurgit, à Mosée et aux alentours, à Chavagne-en-Paillé, au Luc-sur-Boulogne, là où l'on a cherché, à chaque fois, l'histoire s'est vue remise en question et bousculée. Alors, quelle certitude peut-on garder sur cette guerre, surtout sur sa mortalité, quand à peine seulement 42% des communes du territoire insurgé ont une histoire recueillie, publiée, et encore parfois succinctement? La question, je crois, mérite également d'être posée. Le traumatisme vécu par les populations paysannes observées, qui n'ont pas écrit leur histoire, s'incarnant par exemple à Mosée dans ces cas de folie attestés directement liés au passage des colonnes infernales,
traumatisme vécu, y compris dans ce qu'on appelle aujourd'hui la post-mémoire, va bien sûr créer dans l'indicible des massacres, dans le tabou de leurs souvenirs, dans la résilience, une solidarité profonde entre les rescapés, entre leurs descendants, un esprit vendéen, mais encore, il va aussi, à côté de ça, durablement marquer les mentalités, les comportements sociaux, individuels ou collectifs, notamment dans une certaine défiance de l'héritage révolutionnaire, et ce, bien plus que toutes les volontés politiques. Ignorer ce traumatisme et ses conséquences, c'est, pour conclure ici, peut-être tout simplement s'interdire de comprendre la Vendée, de comprendre sa mémoire. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous remercie de m'avoir prêté attention. Merci beaucoup. Comme quelques rares historiens qui se sont vraiment penchés à fond sur le sujet, comme Alain par exemple, j'ai été affecté, profondément affecté, par les horreurs, par l'ampleur des horreurs découvertes, d'une façon considérable. J'ai eu plusieurs fois la nausée en lisant les archives. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte lorsqu'on lit les historiens. Au début après la guerre de Vendée, dans les premières années, dans les premières décennies après la guerre de Vendée, les mémorialistes, je pense à la marquise de la Roche-Jacquelin, mais aussi à Julien Gabriel Vallée, qui est un combattant de Soulaine, vont écrire tous avec, je pense, une horreur fondamentale, enfouie, traumatique, et avec une pudeur qu'aujourd'hui on ne comprend plus. Il faut se pencher dans les archives, y passer énormément de temps à voir toutes ces horreurs pour comprendre avec quelle pudeur ont écrit ces premiers témoins de la guerre. Et je crois que lorsque vous les lirez, il faudra y penser. Penser qu'en fait, ils ont mis un mouchoir sur le traumatisme et ils ont écrit en édulcorant la réalité des massacres, la réalité de cette horreur. Voilà. Deux mots quand même. Tu viens de montrer à quel point tu es rentré dans cette histoire sans préjugés et que cette histoire t'a happé, t'a affecté intimement. Je crois que quand on entend aujourd'hui des gens accuser les Vendéens de parti pris, de politiser leur histoire, la meilleure réponse est celle-là. Avant de commencer le débat, j'aimerais bien que tu reviennes sur la roche de Murs. Ici, au Luc, on a au moins 110 enfants qui ont été massacrés par la colonne de Cordeliers. Et de quoi parlait-on dans nos livres d'histoire? On parlait du petit tambour Bara, qui est une invention robespierriste pour accuser l'autre camp, finalement, des horreurs que soi-même on commet. Que soi-même on commet. Hein? Autrement dit, on renvoie la faute sur le massacré. C'est ça la clé aussi pour comprendre ça. Ce serait bien que tu rappelles cette extraordinaire mystification qu'est la roche de Murs. De Murs. Alors, la roche de Murs fait l'objet d'un chapitre entier, cet épisode fait l'objet d'un chapitre entier presque du livre. Le 22 juillet, le 19-20 juillet 1793, les troupes de la Convention, envoyées de Paris pour s'en dégager un petit peu, vont arriver par Tours, par Blois, jusqu'à Mur-et-Régnier, et sont destinées, ces troupes de Convention, sont destinées à la répression de l'insurrection autour d'Angers.
le 8e bataillon des Lombards, va aller s'installer sur la roche de Mur, avec l'idée de protéger le passage de la Loire au-dessus de Mur-et-Régnier. Nous trouvons les Ponts de Cé, qui est le seul passage de la Loire entre Saumur et Nantes. Et Bonchamp y tient absolument. Il veut absolument garder le contrôle de la Loire. Il va y avoir beaucoup de batailles oubliées, beaucoup de combats en tout cas oubliés. La bataille des Boulets Rouges, par exemple, qui illustre ce fait de vouloir garder tout le temps le passage de la Loire. Le passage de la Loire, il n'est pas défendu à la roche de Mur, il est défendu à la roche d'Érigné, qui se trouve directement sur le pont. Bref, le commandant du camp qui est basé sur la roche de Mur le commandant Bourgeois est un ancien officier de l'armée française, sous-officier de l'armée française. Il a fait la guerre d'Amérique. C'est pas un très bon stratège, mais c'est un très bon tacticien. C'est un bon soldat. Il sait préserver ses hommes. Il est vraiment efficace, si vous voulez. De là à avoir de l'admiration pour lui, c'est pas ça, mais il est vraiment efficace. Et il est campé avec ses 600 hommes sur cette roche qui est sans intérêt stratégique. Pendant ce temps-là, le reste du bataillon est disposé par son supérieur, qui s'appelle Deslandes, et ce supérieur va poser le reste du bataillon sur la roche d'Érigné, qui, elle, commande le premier pont des Ponts de Cé, donc 4 km de pont. Les Vendéens veulent prendre le passage de la Loire. Ils attaquent conjointement la roche de Mur et la roche d'Érigné. Sur la roche de Mur, il y a 2 ou 3 000 paysans qui viennent chasser les soldats républicains qui sont campés là. Et les soldats républicains se trouvent pris au piège. Dans la matinée, on a interdit, le lieutenant-colonel Deslandes a interdit aux patrouilles d'éclairer la région, comme elles font chaque matin, sous prétexte d'inutilité. Et donc nos soldats parisiens se retrouvent pris au piège sur cette roche. Bourgeois, qui voit arriver les Vendéens, sait qu'il ne résistera pas. Donc il va laisser peut-être une compagnie au pied de la roche de Mur pour protéger l'entrée. Il avait fait faire des redoutes avant, c'est un soldat. Il va réussir la retraite de son bataillon. Son bataillon va descendre la roche de Mur. Il y en a certains qui vont se retrouver coincés parce qu'ils ont pris des chemins un petit peu trop escarpés. Quand on est allé sur la roche de Mur, on sait à peu près ce que ça représente. Je vais vous montrer, parce qu'il y a une photo. Voilà, donc on peut pas descendre en courant le truc. La roche, Bourgeois va perdre son cheval dans la descente, mais il va réussir son évacuation. Il y a quelques hommes qui vont se noyer dans le Louette, peut-être 6 ou 7, juste en bas, là, dans la petite rivière qu'on voit. Donc là, la photo a été prise un 26 juillet 1793, la même date, pas un 26 juillet 1793, un 26 juillet tout court. Ce Louette a à peu près l'été, avant qu'il y ait les épisodes de sécheresse qu'on connaît là, l'été c'est à peu près 1,50 m l'étiage. Donc on peut se noyer, parce que de temps en temps il y a des trous, mais un bataillon qui passe ne se noie pas dans le Louette. Ils se sont noyés un petit peu après dans la Loire, ça il y a eu il y a eu par exemple un corps qui a été retrouvé à Béouard. Béouard, on n'a pas la carte, mais c'est à une petite quinzaine peut-être de kilomètres, qui a été identifié puisqu'ils ont retrouvé son passeport. Il a été retrouvé 2 jours après, noyé à Béouard. Bref, Bourgeois va réussir son évacuation
Et il va être traité par bourgeois qui a été trahi, il va être traité de lâche, de poltron, notamment par le représentant Philippot qui est à Angers, et qui va revenir après, reprendre le 28 juillet, rechasser Bonchamp des Poncés, avec la garde nationale d'Angers, et toujours le même 8e bataillon de Lombard. Et Bourgeois, c'est Bourgeois qui va reprendre en gros à peu près toutes les places fortes qui segmentent les Poncés. Bourgeois, pas rancunier, va continuer son service, il ne va pas être inquiété du tout, et il va écrire avec son supérieur au Club des Jacobins à Paris, donc c'est un document qui a été publié. Il va écrire une petite lettre pour se défendre des accusations de lâcheté portées à son encontre. Et dans cette lettre, qui est publiée, que les historiens qui se sont intéressés à la Roche de Mur n'ont pas vue ou n'ont pas comprise, il va expliquer en fait toute la retraite de son bataillon. Il va expliquer la façon dont il a sauvé en fait son bataillon. 4 ou 5 mois après, Bourgeois qui ne va pas faire partie des massacreurs, qui va partir du Maine-et-Loire peut-être début décembre ou mi-décembre, ou début janvier, je ne sais plus exactement. Bourgeois va se retrouver à Paris, et la section de la Cité, où il y a la rue des Lombards, donc d'où dépend le bataillon, va organiser une espèce de commémoration pour féliciter Bourgeois et les hommes du 8e bataillon d'avoir été défendre la liberté en combattant les insurgés vendéens. Là aussi, il va y avoir un discours qui va être écrit et qui va être publié. Vous trouverez les références dans le livre. Et dans ce discours-là, le supérieur des Londes, le supérieur de Bourgeois, va féliciter Bourgeois pour avoir sauvé brillamment son bataillon, et va expliquer encore une fois tout ce qui s'est passé lors de cette espèce de petit combat. Il y a d'autres documents qui viennent corroborer les faits, comme par exemple les mémoires de Julien Gabriel Vallée. Voilà, ça c'est la situation historique. Et puis, dans les années 1840, il y a un historien qui s'appelle Crétino-Joly. Alors avant lui, il y a eu Savary, qui a gonflé les chiffres, hein, les 2 ou 3 000 Vendéens qui sont venus attaquer Bourgeois se sont transformés en 12 000. Donc tout de suite, c'est beaucoup plus impressionnant. Les quelques 75 morts ou 80 morts qu'il y a eu se sont transformés en 600 morts. Par la propagande. Et la propagande du comité vendéen, qui était à Mauléon, et la propagande républicaine. Ça, c'est bonne guerre. Crétino-Joly, il va trouver que l'histoire est merveilleuse, et il va inventer la femme du commandant, qui se jette dans la Loire. Enfin bref, tout au long du 19e siècle, il y a une espèce d'inflation comme ça qui va monter, où les soldats vont tomber dans la rivière, dans les flots bouillonnants. Donc on voit les flots bouillonnants là, le 26 juillet, et tomber par grappe avec cette femme qui se jette dans le vide. Seulement, tout ça, c'est de la mythologie. Le commandant Bourgeois, le lieutenant-colonel Bourgeois, qui commande le camp de la Roche de Mur, n'est pas marié. Il va se marier en 1798. Donc ça ne peut pas être sa femme. Le supérieur de Bourgeois, lui, est marié. Et ce supérieur de Bourgeois, sa femme est à Paris, elle habite rue Saint-Denis.
Sa femme est à Paris, et elle est enfermée, emprisonnée par, je ne sais pas quel comité révolutionnaire, parce qu'elle est simplement anglaise. Donc, Deslandes va dénoncer une infâme cabale à son encontre. Et ce Deslandes, vous trouverez sa biographie, c'est du Audiard, hein, c'est du Jacques Audiard, hein, littéralement. On est un peu dans les tontons flingueurs, si vous voulez. Ce Deslandes est l'explication en fait de cette retraite qui a été masquée et qui a été incomprise. Il va vendre son bataillon. Il va vendre son bataillon probablement à Dautichamp pour Bonchamp. La négociation avant les batailles au XVIIIe siècle, c'est un usage dans l'armée. On négocie les conditions de la bataille, de la reddition, du combat, et puis s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Une armée, ça coûte cher, donc cet usage, malgré la Révolution, malgré les changements qu'ont apporté la Révolution dans l'armée, ces usages sont encore restés en vigueur. Pour ceux qui connaissent, Louis Bruneau, le fameux Sissou du combat du Pont-Barré et de Saint-Lambert-du-Lattay en mars 1793, va être acheté par le général qui est en face. Donc c'est un usage qui existe. Les espions vendéens vont proposer à Deslandes, ou Deslandes peut-être proposer aux espions vendéens, d'acheter la victoire, en fait, d'acheter le passage de la loi. Et ça, personne n'a jamais trouvé. Le dossier du lieutenant-colonel Deslandes, qui a vendu le bataillon, que ses soldats, ses sous-officiers dénoncent au comité révolutionnaire d'Angers, qu'il dénonce aussi au ministre de la Guerre, Deslandes va réussir à masquer sa trahison, à se dédouaner de cette trahison, alors qu'il y a des témoignages qui sont récoltés. Ce dossier de Deslandes était encore ficelé aux Archives nationales. Lorsque je suis allé voir la présidente de salle, parce qu'on ne peut pas déficeler comme ça un dossier, lorsque je suis allé voir la présidente de salle, je lui ai demandé depuis combien de temps ça pouvait être ficelé. Elle m'a dit depuis que ça a été versé, c'est-à-dire que le changement de régime entre la Convention et le consulat. Pas le consulat, le directoire. Donc depuis 2 ans après l'événement, ce dossier-là n'a jamais été ouvert. Donc il y a encore beaucoup de choses à trouver dans l'histoire de la guerre de Vendée. La démographie historique le prouve, je crois, de façon assez incroyable. Là, c'est 66% de morts. C'est quelque chose d'assez inouï et qui est assez curieux dans mon petit coin, parce qu'on dit généralement que le petit pays angevin a moins payé que les Mauges. On dit qu'ils ont moins souffert que les Mauges. Ça ne veut pas dire que... Alors, toute cette mortalité de 66% chez les hommes, je pense qu'elle a été exactement la même dans les communes des Mauges. Exactement la même, peut-être pas au pourcentage près, mais il y a probablement plus de la moitié des hommes en âge de combattre dans ces communes des Mauges qui sont morts. Il faudrait le vérifier. Avancer ça comme ça, c'est un petit peu audacieux et prétentieux certainement, mais je pense qu'on ne doit pas être loin de la moitié et des 2/3 des hommes morts dans les autres communes insurgées. Je ne vois pas pourquoi ils auraient moins donné que les autres. Ce que veut dire la tradition quand elle dit que mon petit pays a moins souffert que les Mauges, c'est qu'il n'y a pas eu de massacre avec l'ampleur qu'on va trouver à la Jumelière. Plus on va s'enfoncer dans les Mauges, et plus on va avoir des massacres d'une ampleur considérable. Une ampleur qui est masquée par l'absence de témoignages. Dans les registres, les brigands n'avaient pas le droit à l'inscription de leur décès dans les registres. Donc forcément, on ne peut pas les retrouver dans les registres, il faut les retrouver parce qu'ils manquent. Mais ça, c'est un exercice très compliqué, très long. Il faut
pour Mosée 5 ans, pour Beaulieu exactement à peu près la même chose. C'est un boulot colossal. Mais voilà, ça marque en tout cas un oubli considérable. Voilà, je vais arrêter parce que je fais une situation. Mais... Oui, merci Philippe. Finalement, pour résumer, si vous allez sur la roche de Mur, vous trouvez un pompeux monument élevé par la République en hommage aux héros parisiens qui se sont défendus contre ces méchants Vendéens. Sauf que, on l'a vu, c'est une trahison, c'est une retraite piteuse, et c'est une affabulation d'un historien légitimiste, Jacques Crétineau-Joly, qui, sans doute pour enjoliver son récit, a inventé cette femme du capitaine qui se lance héroïquement dans les flots bouillonnants et qui montre bien l'héroïsme de la République. Donc, d'un côté, on a de la recherche vraiment sérieuse, et de l'autre côté, une affabulation qui demeure. Vous avez peut-être des questions ? On découvre une autre région que notre Vendée qui a souffert autant, pratiquement. Est-ce qu'on peut, je sais que vers Toulon, il y a eu aussi des révoltes. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en France, il y a beaucoup de documents ficelés et qu'il y avait beaucoup plus de révoltés qu'on ne le croit et qu'on nous a dit? Est-ce que c'est possible? Alors, je ne connais pas toute l'histoire de la France, aussi intimement que celle de Mosée, mais par exemple pour le tirage au sort qui a été le déclencheur, voilà, de l'insurrection, on estime généralement qu'il y a à peu près 60% du territoire qui s'est insurgé contre cette levée des 300 000 hommes. Le forum de la série, Société des études historiques révolutionnaires et impériales, estime qu'il y a seulement la moitié des hommes qui ont été appelés qui se sont présentés dans les armées révolutionnaires. Et à côté de ça, il estime que sur toute la période de la Révolution, sur les 10 années de Révolution à peu près, il y a eu 500 000 déserteurs dans les armées révolutionnaires. Donc on ne peut pas dire on peut pas dire que ça a été populaire, voilà, le changement révolutionnaire. Après, des Vendées, on parle de la Vendée savoyarde, on parle de la Vendée dans la Nièvre, ou dans le Nivernais, je crois. Enfin bref, il y a une insurrection quand même majoritaire, presque majoritaire, dans le pays. Après, Toulon, je ne sais pas, je ne connais pas bien l'histoire de Toulon, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais à Lyon, il y a eu des massacres, il y en a eu un petit peu partout. Donc, je ne sais pas, peut-être. Oui, la grande différence entre la Vendée et la Chouannerie et puis d'autres régions, c'est que d'une part, ici, l'insurrection était manifestement plus massive, hein, et d'autre part que, en fait, les montagnards qui guignaient le pouvoir pour en évincer les Girondins se sont servis de la Vendée pour conquérir le pouvoir. C'est un jeu, c'est un billard à plusieurs bandes, c'est parfaitement cynique. Et la Vendée a fini par devenir le chancre politique, comme il disait, c'est-à-dire l'ennemi à abattre. Finalement, qu'est-ce que c'est qu'un révolutionnaire? Un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui ne sait pas bien ce qu'il veut, mais il parvient à être quelqu'un en se désignant un ennemi. Il leur faut sans cesse des ennemis, y compris des ennemis dans leur propre rang. Et c'est ainsi que la Vendée est devenue le lieu symbolique pour les révolutionnaires, comme ennemi définitif, principal définitif, et ça continue encore aujourd'hui parmi les héritiers
des révolutionnaires qui ne veulent pas comprendre le caractère sanglant de toute révolution. Et le fait que l'humanité se trouve à chaque fois atteinte par ces révolutions. Les révolutions détruisent des individus, mais détruisent aussi finalement l'âme d'un pays, quelque part. On l'a vu dans d'autres pays au XXe siècle. Ce qui est frappant là, c'est que l'épisode Verdun représente une sorte d'amnésie française. Est-ce qu'on a des témoignages d'autres pays où il y a le même phénomène, où on oublie, où on efface comme ça des épisodes difficiles? L'intérêt de la Vendée, le monsieur demande finalement, y a-t-il d'autres amnésies? L'intérêt de la Vendée, c'est qu'on a 2 siècles de recul. Qu'en sera-t-il d'ici quelque temps de ce qui s'est passé au Cambodge, de ce qui s'est passé dans les régions, en Union soviétique et bien ailleurs? Que sera la mémoire? On ne sait pas. On ne sait pas. On sait quelque chose, c'est que les gens ont envie d'oublier. Ça paraît étrange, mais songez, nous sommes au Luc. Il faudra attendre les années 1870 pour qu'on déblaye les ruines de l'ancienne église du Petit Luc, là où est bâtie la chapelle des Lucs aujourd'hui, et qu'on se remémore ce qui s'est passé. Les gens ont envie d'oublier parce qu'on ne vit pas avec les morts, on ne vit pas sur le deuil. Il faut vivre après. Donc, sans doute, y aura-t-il des oublis. On en a déjà des témoignages sur l'ex-Union soviétique, des oublis nécessaires, et les historiens viendront là-dessus pour faire avec les bribes d'histoire qui resteront. Mais il reste toujours des bribes d'histoire. Les bourreaux n'ont jamais raison en fin de compte. Et là, on en a un beau témoignage avec les Lucs. J'ai répondu? Oui. Ce qui est problématique, c'est que l'histoire, ça sert tout de même à construire le progrès. Et donc, en France, très nettement, en fait, on reste sur l'idée d'un pays qui peut donner des leçons aux autres parce qu'il est le pays promoteur des droits de l'homme, par exemple. Et c'est oublier aussi que la France, on est en train de commémorer en ce moment Oradour-sur-Glane, mais les Lucs, c'est un Oradour-sur-Glane franco-français. Oui. Cette amnésie est étrange quand même. D'un côté, aucun d'entre nous ne niera le côté positif de 1789, des droits de l'homme, de l'égalité juridique, etc. Mais ensuite, ça se dérègle, et nous sommes dans un pays où la révolution doit être prise, pour reprendre la phrase de Clémenceau, comme un bloc. C'est-à-dire, on prend à la fois la liberté et la terreur. Non, c'est à nous aussi de dire, on prend la liberté, mais la liberté, en 93, c'était les Vendéens qui l'incarnaient. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'héritiers de la pensée révolutionnaire qui sont, et ça se prêche encore en Sorbonne aujourd'hui, qui sont ancrés sur la défense de la Révolution. Quand on a essuyé le sang, ça peut encore servir la guillotine. Et c'est vrai que nous sommes un peuple, nous Français, de donneurs de leçons, et on ferait bien de regarder aussi ce qui s'est passé chez nous, et qui n'est quelquefois pas glorieux. En tout cas, pour ce qui concerne la Vendée, c'est dramatique. Mais c'est en train de changer. Oui, madame? Oui,
remercier monsieur pour ce nouveau travail d'investigation en proximité. Je crois qu'effectivement, pour les raisons qui viennent d'être évoquées par Alain Gérard, on a tout intérêt à continuer sur ce registre. Ce qui est intéressant également, c'est d'aborder l'après. Alors l'après l'amnésie, là, on vient d'en débattre. Vous avez ouvert un après qui m'intéresse et je ne suis pas sûre d'avoir lu grand-chose là-dessus, c'est le remplacement. En fait, vous constatiez que sur votre microzone, effectivement, il y a eu cette population extérieure qui est venue et qu'effectivement, en d'autres lieux, elle est moindre, voire inexistante. Et je pense que là également, il y a un travail intéressant à faire qui, bien sûr, participe à l'oubli ou au non-oubli, bien sûr, mais qui participe également à la reconstruction. Toute thématique qu'on a abordée de façon un peu macro dans les années 90 sur la Vendée, la Grande Vendée, et je ne suis pas certaine qu'on ait beaucoup exploré ce que j'appelle le remplacement, pour faire très court. Donc ma question pour vous et pour Alain Gérard, en fait. Alors, le remplacement, enfin en tout cas l'arrivée de ces étrangers. Je suis un peu excessive avec le remplacement. Voilà, l'arrivée de ces étrangers, personne l'a jamais vu. Je vous dis, il y a deux chroniques locales qui en parlent un petit peu. Celle de Saint-Lambert est beaucoup plus explicite que celle de Mosée qui les évoque rapidement. Ces étrangers décrits par l'abbé Conin sont réputés peu religieux et ils répondent aux vœux du décret Vendée-Vangée, le 6e article du décret Vendée-Vangée qui veut que une fois qu'on a dépeuplé, qu'on a nettoyé le territoire, qu'on fasse appel à un couple de colons cultivateurs de chaque canton de France pour venir repeupler. L'expression c'est celle du décret, pour venir repeupler la Vendée. Voilà, donc ces colons, j'ai pas trouvé les décrets d'application, les lois qui les ont fait venir, mais ils arrivent de toute la France. On pourrait présumer que certains de ces colons sont des déserteurs républicains, puisque certains viennent de départements qui ont fourni en volontaire l'armée républicaine contre les Vendéens. La Sarthe, par exemple, ou l'Oise. Donc on pourrait se dire ces hommes sont d'anciens soldats. Dans l'état civil, ils se gardent tous de dire qu'ils sont déserteurs. Donc on ne peut pas trouver la réponse comme ça. La réponse, on l'a en fait dans les provenances et dans l'âge de ces colons. Il y a des colons qui ont 10 ans quand la guerre commence. Donc ces colons-là qui vont arriver jusque dans les années 1815, ça va être vraiment un mouvement à longue haleine, quoi. Cette arrivée de colons, aucun historien l'a trouvé parce que aucun historien n'a regardé la démographie commune par commune. Et puis, elle est, comme je le disais tout à l'heure, au Marombo, dans le livre de Marombo, et j'ai contacté un monsieur qui s'occupe de retrouver toutes les familles des Lucs. Je l'ai contacté en début de semaine, j'ai oublié son nom, qui travaille sur Généanet et qui a retrouvé Pierre Grelier, non, c'est pas ça, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, ce monsieur qui travaille sur les familles des Lucs m'a dit qu'il n'avait pas observé de colons en Vendée. J'ai fait des sondages, bien sûr, dans tout le territoire de la Vendée militaire. Et il y a des communes où on en a quelques-uns, et il y a des communes où il n'y en a pas. À Beaulieu-sous-la-Roche, il y a un dictionnaire des gens de Beaulieu-sous-la-Roche qui a été constitué, il n'est pas encore fini. Mais là, on dispose d'autres documents que ceux qu'on a en Anjou, puisqu'on est dans la Vendée. On a des recensements avant et après-guerre qui sont nominatifs. On a tout un tas de documents qui sont disponibles sur le merveilleux site, il faut le dire, des archives de la Vendée, qui permettent de dire si oui ou non il y a des étrangers. À Beaulieu-sous-la-Roche, il n'y en a pas. Pas plus que au Luxembourg.
Donc c'est un phénomène qui va se produire localement. Est-ce que ça répond à une volonté départementale ou nationale? Ça, j'ai pas pu le déterminer. Parce que mon sujet, ça a été vraiment les paysans. Ce serait l'objet d'une thèse, cette recherche-là. Par contre, j'ai découvert dans des livres de Pierre Aben une lettre du préfet de Haute-Loire qui écrit au ministre de l'Intérieur, Chaptal, que les jeunes se sont soustraits au recensement, non pas pour éviter la conscription, mais simplement pour éviter d'aller repeupler la Vendée. On est en 1801 ou 1802. Donc ce phénomène-là, cette lettre du préfet de Haute-Loire, on n'est pas dans la Sarthe, là, ou je ne sais pas, dans les Charentes, dans la Haute-Loire. Cette lettre, c'est pas moi qui l'ai inventée, elle existe, et ce préfet décrit la situation au ministre de l'Intérieur. Donc ce phénomène-là, c'est un phénomène qui a existé et qui est resté, qui est resté dans l'ombre de l'histoire comme beaucoup d'autres sujets. Oui, merci Philippe. En complément à ce que tu viens de dire, j'aimerais évoquer la résilience des Vendéens. Les Vendéens ne se sont pas sentis, c'est étrange, ne se sont pas sentis des victimes. Ils se sont sentis quelque part des vainqueurs. En tout cas, ils n'étaient pas victimes. Ils ne se sont pas enfermés dans cette victimisation qui est à la mode aujourd'hui. Et je voudrais rappeler une anecdote du regretté Amblard de Guéry qui racontait lors d'une inauguration d'une école libre, entre les deux guerres, je pense, ou juste après la Deuxième Guerre, il y a un paysan qui lui dit « Ils n'ont pas tué la race ». Ça veut dire que il y a eu rattrapage par les berceaux, c'est-à-dire par l'optimisme. Et ça a duré. Il a fallu attendre 1830, voire 1840, dans les coins les plus touchés. Songez que dans certains coins, c'était 50% de la population, 40%. Donc, ils se sont mis à avoir beaucoup d'enfants qu'ils n'avaient pas avant. Ils ont rattrapé. C'est la revanche des berceaux, c'est la revanche pacifique des Vendéens, c'est la résilience des Vendéens. Alors là, ça me rappelle un colloque où une jeune femme était intervenue en disant que, juste c'était après la terreur, la reconstruction, ce colloque à l'ICES, dont vous étiez sans doute. Et donc cette jeune femme avait expliqué que ces gens s'étaient mis à refaire beaucoup d'enfants. Donc il y avait ce côté fallait survivre à tout ça. Et le fait de... Alors que souvent, après la guerre de 14, il y a beaucoup de familles qui ont fait moins d'enfants parce qu'ils ne voulaient pas que ça recommence, alors que les Vendéens à l'époque ont refait beaucoup d'enfants. Donc ça c'est une... Alors vous disiez, il y a une phrase aussi célèbre, on dit c'est la victoire des vaincus, qui est une belle phrase également. Et j'ai deux choses aussi, je voudrais vous dire. Vous parliez des journaux tout à l'heure, il y a de très beaux articles sur une revue qui s'appelle France Catholique. Il y a eu un numéro exceptionnel sur Vaincre ou mourir, le film. Et dernier point, je trouve que cette République est quand même bien malhonnête d'avoir des archives qui ne sont pas, déballées, entre guillemets. Et donc on a des preuves, des archives, ce sont des preuves. Donc comment peut-on encore dire non, ça n'a pas existé? Ça, c'est une chose que je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'on hérite de la Révolution et que la Révolution se doit d'être immaculée et resservir encore. C'est malheureux, mais nous sommes là pour dire que c'est pas vrai. Voilà, absolument. Oui. J'ai lu votre film avec beaucoup de bonheur. Il y a un passage où tout à l'heure vous parliez d'être affecté. Moi, il y a un passage, je vais vous lire encore. Le massacre à Saint-James-sur-Loire. Oui.
Vous voulez parler de l'affaire des écorchés, peut-être? Oui, entre autres, ouais. Et à cette époque-là, il est tué. Oui, alors... Pardon. Rappelle la question. La question, c'est, la remarque, c'est il y a effectivement quelques passages qui sont un peu durs dans l'essai, dans l'ouvrage, notamment sur les fusillades de masse des Ponts-de-Cé. Les fusillades de masse des Ponts-de-Cé, c'est comme on pourrait les comparer à celles des Einsatzgruppe dans l'Europe de l'Est, ou celle de la division SS d'Reich qui va monter à Oradour et puis qui va faire le massacre de Gabaudet, par exemple, un massacre qu'on ne connaît pas, que personne ne connaît, mais on connaît un peu les conductures. Ce sont ces exécutions au Pont-de-Cé, là, ce sont vraiment des massacres de masse. Ces massacres de masse-là vont terroriser la population. Dès 1795, dès l'automne 1795, les populations, parce qu'il y a des rebelles, il y a des insurgés, il y a des hommes qui, au début, n'étaient pas des rebelles, qui, par exemple, aux alentours de Mosée, vont aider l'armée républicaine et qui vont se retrouver après dans les rangs vendéens en constatant les ignominies et l'infamie de l'armée républicaine. Tous ces hommes vont être donc fusillés, mais à côté d'eux, il va y avoir une masse énorme de suspects, de gens qui sont dénoncés, de femmes et même d'enfants qui vont être fusillés. Donc c'est une fusillade, c'est un feu de rang, il y a 2 personnes pour une victime, donc c'est des fusillades de 200-300 personnes, il peut y avoir 3 ou 4 fusillades dans la journée, donc vraiment c'est un système bien organisé, pour lequel, à propos des preuves, ou en tout cas des archives, il n'y a aucun acte qui corrobore ces fusillades. Il n'y a aucune archive militaire ou départementale qui corrobore ces fusillades. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas d'ordre, on ne trouve pas de paiement. Tout est payé par l'armée, y compris ces fusillades, puisque les soldats touchent 1 livre supplémentaire et les tambours 2 livres. Donc on le sait, ça. Il n'y a aucun document, ni au SHD, à Vincennes, ni au service historique de la défense à Vincennes, ni aux archives départementales. Pour prouver ces fusillades, il a fallu aller regarder dans les actes de notoriété qui sont faits après-guerre pour témoigner de la mort d'un individu, pour se remarier, pour simplement se marier aussi. Dans ces actes de notoriété, on trouve quelques indications sur ces fusillades. On peut savoir quelles unités ont participé à ces fusillades. Souvent, les témoins de ces actes de notoriété, pour une veuve, sont ceux qui ont fusillé l'individu. Donc on sait ce qui s'est passé. Seulement, ça a été une telle horreur sur place qu'au Pont-de-Cé, à Saint-James, à Angers, à Muré-Régnier, à Juvigny-sur-Loire, dans toutes les communes un petit peu proches de ces endroits, à Bouchemen, il y a eu un tabou, littéralement un tabou. On a le témoignage indirect du prêtre Orion des Ponts-de-Cé, qui raconte que les gens, avant d'évoquer au cours du XIXe siècle, avant d'évoquer cette histoire au cours du XIXe siècle, regardaient s'il y avait personne dans la rue, fermaient les rideaux et en parlaient à voix basse. C'était vraiment un tabou. Donc il y a un oubli qui s'est fait là-dessus. Et puis, je ne veux pas dire qu'on a nettoyé les archives, mais il est quand même assez singulier qu'on n'arrive pas à trouver, ne serait-ce que dans les comptes, le paiement de ces fusillades qui sont pourtant actés par la notoriété. Donc oui, ces fusillades sont atroces, et puis quand on va sur place,
reste sur place, là où s'est produit par exemple l'écorchement des 32 Vendéens, dont on retrouve les traces également dans les actes de notoriété. Sur les 32, j'en ai trouvé 3 nominativement, ce qui est quand même pas mal. Ces horreurs qui sont commises là restent encore, il y a encore une empreinte de ces horreurs-là. Quand vous vous promenez là, il y a quelque chose de mauvais, quoi. Donc, je suis content que ça soit lu dans le livre, mais voilà, ça répond à une réalité, quoi. Cette horreur que vous lisez dans le livre. Voilà, j'ai perdu. Il y a d'autres questions, monsieur? Je fais exactement l'écho de ce que vient de dire monsieur. C'est-à-dire que la levée de notion, c'est 4 fois par jour devant cet endroit. C'est bouleversant, c'est-à-dire que aujourd'hui, si on ne sait pas, en fait, si on n'a pas un peu d'éléments, c'était extrêmement difficile de pouvoir matérialiser ce qui s'y est passé. Et donc ma question était plus sur la Roche de Mur. Aujourd'hui encore, si vous allez sur la Roche de Mur, et si vous descendez au hameau du Ruau en bas, il y a encore tout un parcours qui explique en fait l'héroïsme du commandant bourgeois, les 600 soldats qui ont sauté dans l'Ouette, etc. Et moi j'ai été élève en fait, c'est mon instituteur ou mon institutrice qui m'a parlé de ça. Et je crois pas qu'ils étaient de mauvaise foi en fait, simplement ils savaient pas. Est-ce que vous avez envisagé du coup un parcours de restauration entre guillemets, au moins pour changer ces plaques qui sont maintenant vraiment désuètes? Alors, quand j'ai commencé à fouiller un petit peu sur l'histoire de la guerre de Vendée, bien sûr, je suis allé fouiller dans les archives de la municipalité de Mauzé, et la municipalité m'a proposé de faire une journée, d'organiser une journée sur la guerre de Vendée, avec des petites scénettes jouées, avec des panneaux pour un parcours pédestre de 8 km autour de Mauzé, en suivant les sites qui ont été impactés par la guerre. Et il y a eu une petite, en septembre 2019, pour la journée du patrimoine, il y a eu une petite conférence, expo. Monsieur Garot avait apporté des pièces du musée de Saint-Florent. Les gens du musée des Ponts de Cé avaient apporté des pièces. Et Madame Françoise Pinault de Cholet avait apporté aussi des pièces exceptionnelles, dont un fusil bricolé avec 3 autres fusils. Donc cette petite journée a été un succès. On a eu 400 visiteurs, 160 personnes à la conférence. Et la municipalité de Mur-Érigné m'a sollicité pour faire la même chose à Mur-Érigné, c'est-à-dire un parcours pédestre, peut-être suivi éventuellement d'une exposition. Et l'idée, c'était de faire, moi j'ai accepté, moyennant, je suis trivial, moyennant une petite conférence gratuite. Voilà. Et j'ai commencé à écrire les panneaux. J'ai travaillé avec un illustrateur dont j'ai oublié le nom, bref, c'est pas grave. Donc on a bossé avec la municipalité qui m'a fourni des documents qui sortaient pour la plupart du travail de l'abbé Alain Juigné. Et après peut-être 4 ou 5 allers-retours des documents, la municipalité me paye un billet de train pour la municipalité de Mur-Érigné qui a engagé le processus, qui désire faire un parcours pédestre sur le thème des guerres de Vendée et la Loire, bien sûr, puisqu'on est au pied de la Loire, m'invite, me paye le billet de train et m'invite à une petite réunion, je ne comprenais pas bien. Et lors de cette petite réunion, il y avait, on me dit, il y a l'Inquisition espagnole. C'était pas l'Inquisition espagnole en l'occurrence, c'était le comité républicain de la Roche de Mur. Parce qu'il y a un comité républicain de la Roche de Mur qui s'occupe du patrimoine que constitue le monument de la Roche de Mur, qui n'appartient pas à la commune, qui appartient à cette association qui a été fondée et par des Parisiens et par des Angevins. Des Angevins du nord
de l'Aubance, hein, quand même, il faut le dire. Ces gens du comité républicain, j'avais l'impression d'être au tribunal quand je suis arrivé. Ça m'a fait vraiment quelque chose de... C'était la première fois que j'étais confronté à ça. C'était la première fois que j'ai été confronté à cette espèce d'inquisition. Et ils ont retoqué toutes les propositions que j'avais faites, en disant qu'on ne pouvait pas dire que le bataillon avait fui, je disais dans le panneau qu'il n'y avait pas eu 600 morts, on ne pouvait pas le dire. Bref, il ne fallait pas toucher un poil de la mythologie républicaine. Je leur ai dit, écoutez, mon livre va sortir, la vérité, enfin pas la vérité, certains faits élémentaires qui sont une partie de la vérité vont sortir. Le dossier des Londres, je leur en ai pas parlé, je leur ai dit, il y a des documents qui prouvent ce que je dis, j'invente rien. Ils n'ont rien voulu savoir, donc je leur ai dit, écoutez, c'est terminé, au revoir. Et en fait, je me trouve privé de faire une conférence à la Roche de Mur, mais en même temps, la prochaine journée du souvenir vendéen sera à la Roche de Mur, donc ça sera une petite réparation quelque part. Donc voilà, après, il faut dire à la décharge des professeurs d'histoire que c'est pas eux qui font les programmes, qu'ils sont des exécutants, pratiquement, des programmes. Et deuxièmement, il y a le combat de la Roche de Mur et la bataille du Pont-Barré ont créé une dissension dans la population que j'ai observée à partir de la guerre de Vendée. Cette dissension, elle n'existait pas avant la guerre de Vendée. C'est-à-dire que le Layon-Laubance vont faire une frontière qui n'existait pas avant. Les métayers de la région commerçaient avec Angers. Après la guerre de Vendée, ils vont commercer avec les Mauges. Je propose pour la prochaine sortie d'automne du Souvenir vendéen d'inaugurer une pancarte à la gloire d'un énorme mensonge. Je crois que le temps est venu de nous séparer. Merci beaucoup, Philippe, pour tous tes éclairages. Merci pour ta sincérité et on sent que ça sort des tripes. On sent que tout ça, c'est vrai. Merci pour ton énorme travail. Merci à tous.